On m'appelait la vieille mère, bien que je n'eusse que 47 ans cet été 1851. On venait à moi avec ses maux et ses peurs, ses fièvres et ses os brisés, les douleurs de l'enfantement et les derniers soupirs. J'étais la guérisseuse du domaine des Vallons, en Provence, la gardienne d'un savoir transmis de génération en génération, la femme dont les mains pouvaient apaiser la douleur et dont les remèdes guérissaient des maladies que les médecins de la ville ne savaient même pas nommer. Mon don sauvait des vies, qu'il s'agisse des ouvriers agricoles ou des propriétaires, des paysans ou des bourgeois, des jeunes ou des vieux. J'avais mis au monde chaque enfant né sur le domaine des Vallons au cours des 20 dernières années. J'avais soigné M. Edmond de Vallon lui-même d'une pneumonie presque mortelle, et j'avais guéri son épouse d'un mal d'estomac mystérieux, alors que 3 médecins de Marseille avaient perdu tout espoir. Mon savoir faisait du domaine des Vallons le plus productif de la région, maintenait la main-d'œuvre saine et forte, et me rendait précieuse d'une manière qui transcendait ma condition de simple servante attachée à la terre. Mais mon don me rendait aussi vulnérable, car lorsqu'on peut guérir, lorsqu'on sauve des vies, lorsqu'on devient indispensable, les gens le remarquent et les gens deviennent jaloux. On commence à vous voir non pas comme une bénédiction, mais comme une menace, comme un avantage que ses ennemis possèdent et qu'ils n'ont pas. Et quand ces gens décident de vous frapper, quand ils choisissent d'utiliser votre don contre vous, quand ils visent la personne que vous aimez le plus au monde, c'est alors que vous découvrez que des mains qui guérissent peuvent aussi devenir des instruments de vengeance, que la connaissance de ce qui guérit peut aussi révéler ce qui tue, que la frontière entre le remède et le poison est plus mince que quiconque ne l'imagine. Mon nom est Élise, et voici l'histoire de la façon dont j'ai sauvé tout un domaine de la maladie et de la mort, pour ensuite regarder, impuissante, mon propre petit-fils se faire empoisonner lentement sous mes yeux. C'est l'histoire de la façon dont j'ai joué un jeu mortel de tromperie et de stratégie pour sauver l'enfant que j'aimais plus que la vie elle-même. Comment j'ai utilisé mes connaissances médicales d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Comment j'ai appris que parfois le plus grand acte d'amour n'est pas la guérison, mais la vengeance. Mais je m'égare. Laissez-moi commencer par le début. Au moment où j'ai compris pour la première fois que mon don était à la fois une bénédiction et une malédiction, que le pouvoir de guérir portait en lui des responsabilités et des dangers qui allaient façonner le reste de ma vie. Je suis né en 1804 en Guyane, fille d'une femme nommée Aminata, emmenée d'Afrique de l'Ouest alors qu'elle était une jeune fille. Ma mère portait en elle le savoir médicinal de son peuple, la compréhension des plantes et des racines, la sagesse de traiter la maladie et les blessures, les pratiques spirituelles qui liaient la guérison physique à des forces plus profondes que les Blancs ne comprenaient pas et craignaient souvent. Ce savoir est un pouvoir, Élise, me disait ma mère quand j'eus l'âge d'apprendre, mais c'est aussi une responsabilité. Quand tu peux guérir, les gens dépendent de toi, ils ont besoin de toi, et ce besoin peut te protéger, mais il peut aussi t'emprisonner. Utilise ton don avec sagesse, utilise-le pour aider les autres, mais n'oublie jamais que la connaissance de la guérison est aussi la connaissance de la destruction, que les mêmes plantes qui soignent peuvent aussi tuer, que le pouvoir doit toujours être équilibré par la sagesse. J'ai appris tout ce que ma mère pouvait m'enseigner. Quelles plantes pouvaient réduire la fièvre, quelles racines pouvaient apaiser la douleur, quelles herbes pouvaient arrêter un saignement ou une infection, quels remèdes pouvaient traiter tout, de la simple toux aux maladies mortelles. Et j'ai appris les aspects spirituels aussi, les prières et les rituels. La compréhension que la guérison n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Que parfois, le médicament le plus important était l'espoir et le réconfort, plutôt que les herbes et les cataplasmes. À l'âge de 20 ans, je fus envoyé au domaine des Vallons, près d'Arles. Ma mère était morte l'année précédente et mon ancien maître avait décidé de me céder pour régler ses dettes. Je suis arrivé au domaine terrifié et en deuil, séparé de tout ce qui m'était familier, faisant face à un avenir incertain. Mais M. Edmond de Vallon reconnut rapidement ma valeur.
Son domaine souffrait d'épidémies récurrentes de dysenterie, de paludisme et de diverses fièvres qui tuaient les travailleurs et réduisaient la productivité. Il avait essayé d'engager des médecins de la ville, mais ils coûtaient cher et étaient souvent inefficaces, plus intéressés par leurs honoraires que par la guérison réelle des patients. « J'ai entendu dire que tu es guérisseuse », me dit monsieur de Vallon lors de mon 2e jour au domaine. « Est-ce vrai? Peux-tu soigner les maladies ?»« Oui, monsieur, » répondis-je prudemment. « J'ai appris de ma mère. Je connais les plantes et les remèdes. J'ai soigné de nombreux maux. »« Bien, » dit monsieur de Vallon. « Alors c'est ton travail désormais. Tu seras la guérisseuse du domaine. Tu soigneras quiconque tombe malade, les ouvriers, les régisseurs, ma propre famille, si nécessaire. Tu garderas tout le monde en bonne santé et productif. Fais cela bien et tu seras estimé ici. Échoue et tu retourneras au champ. » C'était à la fois une opportunité et une menace, un privilège et une pression. Mais je l'acceptais, comprenant que c'était ma chance d'utiliser mon don pour aider les gens, de me créer un rôle qui m'apporterait une certaine sécurité et un but. Et je réussis. Au cours des 27 années suivantes, je devins indispensable au domaine des Vallons. Je traitais tout, des petites coupures aux maladies mortelles. J'ai mis au monde des bébés, plus de 200 au fil des ans, pauvres comme riches. J'ai soigné les gens à travers les fièvres et les infections, réduit des fractures, soigné des morsures de vipères, guéri des maux que les médecins n'arrivaient pas à diagnostiquer. Ma réputation s'étendit au-delà du domaine. Des gens des propriétés voisines venaient chercher mon aide, offrant des pièces ou du troc pour mes services. Monsieur de Vallon l'autorisait, reconnaissant que ma réputation rehaussait son propre prestige, que posséder la meilleure guérisseuse de la région rendait son domaine plus précieux. « La vieille Élise peut tout guérir », disait-on. Elle a un savoir qui remonte à des générations, une sagesse que les médecins n'ont pas. Si vous êtes malade, si vous mourrez, si les docteurs ont abandonné, allez voir la vieille Élise. Elle vous sauvera. Mais ma plus grande joie, ma source de bonheur la plus profonde, n'était ni ma réputation ni mon statut. C'était ma famille, et plus particulièrement mon petit-fils, Jean, né en 1846 de ma fille Sarah, décédée en couche. Jean avait 5 ans en cet été 1851, un enfant brillant, curieux, magnifique, qui était devenu le centre de mon monde, la raison pour laquelle je me levais chaque matin, la personne que j'aimais plus que quiconque. « Grand-mère Élise, » disait Jean en me suivant alors que je cueillais des herbes dans la garrigue, « à quoi sert cette plante? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que je peux t'aider à préparer le remède ?»« C'est de l'achillée millefeuille, » lui disais-je en lui montrant les délicates fleurs blanches. « Elle arrête les saignements, aide les plaies à guérir plus vite. Et oui, tu peux m'aider, tu peux apprendre tout ce que je sais. Tu porteras ce savoir après mon départ. » Jean rayonnait de fierté, cueillait soigneusement les plantes que je lui montrais, observait attentivement la préparation des remèdes, posait d'interminables questions, et je lui enseignais, transmettant le savoir que ma mère m'avait donné, m'assurant que cette sagesse perdurerait. Je pensais que nous étions en sécurité. Je pensais que ma valeur, ma réputation, mon indispensabilité me protégeraient, assureraient la sécurité de ma famille et la croissance de Jean. J'avais tort. Car en cet été 1851, quelqu'un décida que mon don était une menace, que mon savoir donnait au domaine des Vallons un avantage déloyal, et qu'en m'éliminant, ou du moins en neutralisant mon efficacité, il servirait ses intérêts. Et ils choisirent de me frapper à travers la seule personne que j'aimais. Ils choisirent d'empoisonner mon petit-fils, lentement et méthodiquement, en utilisant une toxine si rare et subtile que même moi, avec tout mon savoir, je ne pus l'identifier immédiatement. Le cauchemar commença en juillet, quand Jean commença à montrer des symptômes que je n'avais jamais vus, défiant toute ma compréhension de la guérison. Jean était fatigué plus souvent que d'habitude, se plaignait de maux de ventre, perdait l'appétit. Je pensais à un mal d'enfant, quelque chose qui passerait, rien d'inquiétant. Mais les symptômes ne passèrent pas, ils empirèrent. En 2 semaines,
Jean était faible et léthargique, à peine capable de marcher, vomissant fréquemment, se plaignant de douleurs à l'estomac et aux articulations. Sa peau prit une pâleur grisâtre. Ses yeux devinrent ternes. Il perdit du poids rapidement malgré mes efforts. J'essayais tout. Je lui donnais des remèdes pour l'estomac, pour la fièvre, pour la faiblesse. Je préparais des bouillons et des infusions spéciales, utilisais des herbes qui avaient toujours fonctionné, pratiquais les rituels de ma mère, mais rien n'aidait. Jean continuait de décliner, dépérissant sous mes yeux, et j'étais impuissante. « Qu'est-ce qu'il a, Élise » demanda la sœur de Sarah, qui m'aidait à veiller sur lui. « Pourquoi ne guérit-il pas? Tu as sauvé tant de gens. Pourquoi ne peux-tu pas le sauver, lui ?»« Je ne sais pas, avouai-je, la voix brisée. Je n'ai jamais vu une telle maladie. Les symptômes ne correspondent à rien. C'est comme si son corps était attaqué par quelque chose d'invisible qui résiste à tout. » Je consultai d'autres guérisseurs, décrivis les symptômes, mais personne n'avait de réponse. Certains suggérèrent un sortilège, un mauvais œil, mais je ne croyais pas aux malédictions. Je croyais aux plantes, aux causes physiques et aux remèdes physiques, et j'étais déterminé à trouver la cause avant qu'il ne soit trop tard. Ce fut l'épouse de M. de Vallon, Madame Catherine, qui me donna involontairement la première piste. Elle vint voir Jean un après-midi, apportant de la nourriture. « Pauvre enfant !» dit-elle avec une sympathie sincère. Il dépérit. Cela me rappelle quelque chose que j'ai lu dans une gazette médicale, un cas d'empoisonnement lent à l'arsenic. Les symptômes étaient très similaires. Faiblesse, vomissement, teint gris. Mais ce n'est sûrement pas ce qui arrive ici. Qui empoisonnerait un enfant? Empoisonnement. Le mot me frappa comme un coup physique. J'avais été si concentré sur la maladie que je n'avais pas envisagé que le mal puisse être délibéré. Mais qui et pourquoi? Et comment? Je commençai à enquêter, observant tout autour de Jean, et je découvris quelque chose de troublant. Les symptômes de Jean empiraient toujours après qu'il eut bu l'eau du puits près des logements des ouvriers. Je testais l'eau, l'examinais et je détectais quelque chose de subtil. Un léger goût métallique, une décoloration infime. Quelqu'un empoisonnait le puits. Pas assez pour tuer rapidement, mais avec des doses mesurées pour nuire, ciblant particulièrement les enfants, plus vulnérables. Mais qui? J'ai passé des jours à surveiller le puits, et puis je l'ai vu. Un homme que je ne reconnus pas immédiatement. Quelqu'un qui ne travaillait pas ici. Il s'introduisait sur la propriété la nuit et ajoutait quelque chose à l'eau. Je le suivis une nuit, restant dans l'ombre, et je vis qu'il retournait au domaine voisin, la propriété des Beaumont. Je le reconnus alors. C'était Marcel Crouzat, le régisseur des Beaumont, un homme brutal, connu pour sa cruauté et son ambition. Mais pourquoi le régisseur des Beaumont empoisonnerait-il l'eau des Vallons? La réponse me vint en rassemblant les pièces du puzzle. Monsieur de Beaumont et Monsieur de Vallon étaient rivaux. Ils rivalisaient deux pour tout, la production de vin, les chevaux, le statut social. Et Beaumont perdait. Le domaine des Vallons était plus productif, plus prospère, et la clé de ce succès, c'était moi. Mon savoir gardait les ouvriers en bonne santé. J'étais l'arme secrète des Vallons, l'avantage que Beaumont ne pouvait égaler. Alors Marcel Crouzat, sur les ordres de Beaumont ou de sa propre initiative, avait décidé de neutraliser cet avantage. Il empoisonnait le puits pour rendre les gens malades, pour miner ma réputation et réduire la productivité. Et mon petit Jean, qui buvait cette eau chaque jour, était le dommage collatéral de cette cruelle rivalité économique. Une rage intense monta en moi, mais je ressentis aussi de la détermination. Maintenant que je savais, je pouvais me battre. La question était comment? Je ne pouvais pas confronter Crouzat ou Beaumont. Une servante accusant un régisseur blanc d'empoisonnement. Ce serait suicidaire. Personne ne me croirait. Je ne pouvais pas non plus le dire à Monsieur de Vallon. Cela mènerait à un conflit violent qui pourrait détruire les deux domaines et nuire à tout le monde. Non, il me fallait être subtil, stratégique. Je devais jouer un jeu de manipulation. Je devais m'approcher de Marcel Crouzat sans révéler ce que je savais. Je devais trouver l'antidote tout en planifiant ma vengeance, et je savais exactement comment faire. Car Marcel Crouzat avait une faiblesse. Sa femme,
Marthe Crouzat, souffrait de migraines chroniques qu'aucun médecin n'avait pu guérir. J'offris de soigner Marthe, j'utiliserai ma réputation pour entrer chez les Crouzat, m'approcher de Marcel, chercher le poison et créer un antidote. Le plan commença le lendemain. « Monsieur, dis-je à Edmond de Vallon, j'ai appris que Madame Crouzat, chez les Beaumont, souffre de terribles migraines. Je crois pouvoir l'aider. Me permettriez-vous de lui offrir mes services ? Ce serait un geste de bon voisinage. » Monsieur de Vallon accepta, ravi de montrer sa supériorité. J'arrivai chez les Crouzat 2 jours plus tard. Marthe était une femme pâle, à bout de force. « Merci d'être venue, mère Élise, » dit-elle. « Les médecins disent que ce sont les nerfs, mais la douleur est réelle. » Je l'examinais, tout en observant la maison. Je lui préparai une infusion de grande camomille et d'écorce de saule. Je lui dis que je devrais revenir tous les 3 jours pour ajuster le traitement. Elle était reconnaissante. Marcel Crouzat, nous observant, semblait satisfait, espérant que je réussirais là où les docteurs avaient échoué. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai visité la maison 6 fois. J'ai gagné la confiance de Marthe. Et enfin, lors de ma 7e visite, je trouvai ce que je cherchais. Dans le bureau privé de Marcel, caché dans un tiroir que je parvins à ouvrir, je découvris une petite fiole de liquide clair. Je reconnus l'odeur et la légère teinte. C'était la substance du puits. Mais qu'était-ce exactement? Je n'avais jamais vu cette toxine précise. Je pris un échantillon et retournai au domaine des Vallons. Après 3 jours de test, j'identifiai le mal. C'était une toxine rare, dérivée de la racine de serpent blanc, mélangée à de petites quantités d'arsenic. C'était un poison insidieux, lent, ce qui expliquait le déclin progressif de Jean. Maintenant que je savais, je pouvais créer l'antidote. J'utilisais du charbon de bois activé pour absorber les toxines et des herbes pour soutenir le foie et les reins. Je commençai immédiatement le traitement de Jean. En quelques jours, ses couleurs revinrent. Sa force commença à revenir. L'antidote fonctionnait. Mais je n'avais pas fini. La seconde phase de mon plan consistait à faire payer Marcel Crouzat. Crouzat avait ses propres problèmes de santé, notamment des troubles gastriques récurrents. « Mère Élise, » me dit-il un jour, « pourriez-vous m'aider aussi? J'ai des douleurs à l'estomac depuis des mois. » C'était mon opportunité. « Je peux peut-être vous aider, » dis-je. Je lui préparai une infusion d'herbes, lui expliquant que cela faciliterait sa digestion. Ce que je ne lui dis pas, c'est que le remède contenait une dose soigneusement mesurée de la même racine de serpent blanc qu'il avait utilisée sur Jean. Pas assez pour le tuer d'un coup, mais assez pour le faire souffrir comme Jean avait souffert. En quelques jours, ses symptômes empirèrent. Il développa des tremblements, une faiblesse intense. Mais contrairement à Jean, Marcel n'avait personne pour identifier la cause de son mal. J'observais avec une satisfaction froide son déclin. Parfois, la guérison prend du temps, lui disais-je avec une fausse sympathie. Le corps doit se purger. Mais je ne voulais pas le tuer, je voulais le neutraliser. J'ajustais les doses pour qu'il reste dans un état de maladie chronique, incapable d'assurer ses fonctions de régisseur. Et je plantais une preuve. Lors d'une visite, je laissai traîner une fiole de poison dans son bureau, là où elle serait trouvée. L'acte final fut une conversation privée avec Monsieur de Beaumont. « Monsieur de Beaumont, dis-je, j'ai soigné votre régisseur et je suis inquiète. J'ai trouvé des preuves qu'il se livrait à des activités qui pourraient nuire à votre réputation. Je crois qu'il empoisonnait le puits des Vallons. Je ne sais pas s'il agissait pour vous plaire ou pour d'autres raisons, mais vous devriez le savoir avant que cela ne devienne un scandale. » Beaumont fut terrifié à l'idée d'un scandale. Il fouilla le bureau, trouva la fiole et renvoya Marcel Crouzat sur le champ. Crouzat, affaibli par le poison, incapable de se défendre, dut partir avec Marthe vers une autre province. Il n'était plus une menace. Jean se rétablit complètement. Les années suivantes furent paisibles. J'ai continué mon travail, et Jean a grandi en apprenant à mes côtés. Je portais en moi le secret de ce que j'avais fait. J'avais franchi une ligne. J'avais utilisé mon savoir pour nuire. Ce savoir est un pouvoir, Élise, m'avait dit ma mère. Mais c'est aussi une responsabilité.
La guerre de 1870 passa, et je vécus jusqu'en 1879, mourant à l'âge de 75 ans. Avant de partir, j'ai raconté toute l'histoire à Jean. J'ai fait ce que je devais faire pour te protéger, lui dis-je. J'ai utilisé mon don d'une manière qui violait tout ce qu'on m'avait appris, mais je le referai, car l'amour exige parfois des compromis moraux. Jean resta silencieux, puis il dit « Merci, grand-mère. Merci de m'avoir sauvé. Je comprends maintenant que guérir, ce n'est pas seulement soigner, c'est faire des choix difficiles. » On m'enterra dans le petit cimetière du domaine des Vallons. Sur ma pierre, on fit inscrire ces mots « Élise, 1804-1879 ». La guérisseuse qui soigna tout un domaine. Elle sauva d'innombrables vies par son savoir et sa compassion, et elle protégea les siens par son courage. Une guérisseuse qui comprit que l'amour exige parfois des choix difficiles. Mon histoire est devenue une légende locale, un conte pour inspirer et avertir. Que les mains qui guérissent peuvent aussi être des instruments de justice. Que la frontière entre le remède et le poison, entre la compassion et la vengeance, est plus mince que quiconque ne l'imagine.